Merci Florence. Bien, écoutez, merci à tous d'être restés jusqu'ici pour le grand moment de cette journée, puisqu'on va avoir l'honneur de donner les noms, vous les connaissez maintenant, des lauréats du Grand Prix Léon Brillouin. Alors, je vais vous dire quelques mots sur ces lauréats. C'est surtout eux qui vont vous expliquer ce qu'ils ont fait, et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. Donc, les deux lauréats, c'est Jean-Claude Simon, que vous voyez à gauche, ici, et qui a eu donc son prix pour une contribution pionnière à l'amplification optique pour les télécoms, et pour son rôle structurant dans le pôle Lagnonnais, que tout le monde connaît maintenant. Et le prix a été donc donné en coloréat à Philippe Lalanne, pour ses contributions théoriques pionnières en nanophotonique et pour le développement et la mise à disposition pour l'ensemble de la communauté de logiciels dans le domaine des réseaux. Bon, allez, on va faire les remises maintenant. On va les faire ensemble. Donc, comme on a deux coloréats, je vous propose de venir tous les deux avec nous. Je ne vais pas me tromper quand même. Donc, Jean-Claude, je suis très heureux de remettre le prix Léon Brillouin, grand prix Léon Brillouin de la Société d'enregistrement. Pour cette belle et longue carrière. Et Philippe, pareil, je te remets donc ce grand prix Léon Brillouin. Et bravo pour tous tes apports à cette grande carrière aussi. Merci. Ah, il est solide. Merci. Je sais pas si on a ça. Oh, c'est le choc qui est vexé. Bon, écoute, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir à tous, parce que l'heure est bien avancée. Alors, je vais vous présenter mon parcours, en fait. On m'a dit de ne pas trop vous fatiguer ce soir, parce que c'est une longue journée. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à choisir les différents sujets, parce qu'en plus de 40 ans, on fait beaucoup de choses. Donc, je vais parler de choses qui m'intéressent, qui m'ont intéressé ou qui m'ont marqué. J'ai oublié une chose quand même, de remercier le jury. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors, disons qu'il y a deux étapes dans mon parcours. Une première période de 1972 à 1998, où j'étais, comme l'a dit François Salin, au Centre national d'études des télécommunications, alors on va dire CNET maintenant. Et actuellement, c'est Orange Lab. Voilà. Et ensuite, je suis passé à l'ENSAT pour des raisons que je vous expliquerai rapidement, mais François en a dit l'essentiel. Alors, comment tout a commencé pour moi? J'ai voulu faire une thèse de 3e cycle après mon DEA. DEA, c'est l'équivalent pour les jeunes du master recherche d'aujourd'hui. Et donc, j'ai été mis en relation avec le conseiller scientifique du CNET qui cherchait des doctorants. Et alors, à la première rencontre que j'ai eue avec cette personne, après les présentations d'usage, il sort d'un tiroir une boîte dans laquelle il y avait beaucoup de coton et au milieu une espèce de cheveux translucides. Et il avait ramené ça du Japon et il m'avait dit ça c'est vraiment l'avenir des télécommunications. C'était en 1971, novembre 71. Comme quoi, il y en a qui voient loin. Alors, moi j'ai eu l'air un peu perplexe devant ce cheveu transparent.
Et puis il m'a dit, mais on a d'autres sujets, il faudrait que vous alliez à Lannion, puisque le département d'optique déménage à Lannion. Et là, je rencontre la personne qui allait m'encadrer, Michel Tréheux, et il me propose de travailler en optique intégrée. Alors, c'était un nouveau sujet à l'époque. Le professeur Langenthal nous en avait parlé en DEA un petit peu à la fin du cours. Et je me suis dit, bon, optique intégrée, ça fait circuit intégré, c'est intéressant. Ça me branchait plus que ce vermicelle-là. Alors, en arrivant à Lannion, donc, je commence à faire de la bibliographie, puis je tombe sur un article de Chang et Burlamaqui, une équipe de Stanford, je crois. Et il s'agissait d'une couche mince dopée avec des colorants fluorescents, la rhodamine B, et qui permettait d'amplifier la lumière. Et alors cet article, il n'y avait pas du tout d'analyse théorique, c'était juste des résultats expérimentaux, fort intéressants, mais voilà. Et donc je me dis, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et donc, puis j'adore les expériences, je suis plutôt un expérimentateur. Et donc, marier le laser et l'optique intégrée, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je propose en fait de travailler là-dessus à mon chef, qui s'appelait Michel Tréheux, à qui je dois beaucoup. Et il dit, ben d'accord. C'était ça le CNET à l'époque. Beaucoup de liberté et aussi beaucoup d'argent. Ça aide. Alors voilà le principe assez simple de l'expérience. Vous avez une couche mince d'épais avec. Alors la rhodamine B, on la trouve partout. Voilà, par exemple ce stylo là, il y a de la rhodamine B dedans. Si on l'éclairait avec des impulsions lumineuses bleues, par exemple, ben, ça laserait peut-être. Alors, donc, dans la couche mince, on injecte un faisceau lumineux à amplifier, par le couplage par prise. Je ne sais pas si les jeunes voient ça aujourd'hui. Bon. C'est une façon d'injecter la lumière dans un guide. Et sur le trajet, on focalise une onde de pompe qui va permettre de faire l'inversion de population de ce colorant et d'amplifier la lumière. Donc, on pouvait obtenir un gain de 30 dB. Et pour ça, j'ai eu l'aide de Pierre Flamand et Olivier De Witt, qui étaient au groupe de physique moléculaire de Polytechnique, et à qui je dois beaucoup aussi, parce que je connaissais rien aux colorants. Un opticien, ça ne connaît pas forcément les colorants et la chimie, voilà. Et puis j'ai eu l'aide d'un collègue, Charles Vassallo, que certains connaissent ici encore, je pense, pour la théorie électromagnétique. Alors à la fin de 73, voilà à quoi ressemblait la manip. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que, alors ici, il y a la couche mince, ici, la lentille de focalisation, le faisceau laser de pompe, le laser de pompe ici, c'est un laser à colorant aussi, c'est de la coumarine 6, dont j'ai appris que c'était cancérigène plutôt. Et puis il y a un autre laser ici, impulsionnel, voilà, pour la longueur d'onde à amplifier. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'était l'attraction des visiteurs, on avait beaucoup de visiteurs au CNET de tous les pays, et on m'amenait systématiquement visiter cette expérience. Voilà, alors, bon, il y a des problèmes. La fiabilité des colorants, sous l'effet du pompage optique, le colorant blanchit, et au bout d'un certain temps, il faut déplacer le faisceau de pompe, le faisceau signal. C'est pas très réaliste, et puis en plus de ça, ça fonctionnait en impulsionnel. Donc, alors, je me disais qu'il fallait quand même avoir quelque chose d'un peu plus réaliste si on l'appliquait un jour. Et donc, à l'époque,
les diodes laser commençaient à arriver dans les laboratoires, à sortir des laboratoires. Et donc, il se trouvait qu'au CNET, mais à Bagneux, il y avait une équipe spécialiste de laser. Et je me suis tourné vers eux en disant aux collègues, vous ne pouvez pas me fournir une puce pour qu'on puisse faire un ampli. Et là, obstacle, feu rouge de certains, plutôt des hauts dirigeants du CNET Bagneux. Je ne les citerai pas, mais beaucoup de gens les connaîtraient, connaîtraient leur nom, enfin connaîtraient ces gens-là. Alors, la réponse c'est ton amplification, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'émissions spontanées, le signal sera noyé dans le bruit et donc tu ne pourras pas détecter ton signal. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ces personnes un peu plus âgées que moi, beaucoup plus âgées que moi, avaient été biberonnées au laser de Sigman, mais ils l'avaient peut-être lu un peu vite. Mais bref, vous voyez la citation de Sigman que je dois à Hervé Lefebvre, qui me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. As a result, any coherent optical amplifier, including a laser amplifier, is generally unsuitable for detecting very weak optical signals. Bon, alors, quand quelqu'un dit ça, de cette acabit dit ça, on ne se pose pas de questions. Alors, moi j'ai objecté certaines choses, que c'est vrai, il a raison, Sigman, si les dimensions sont très grandes devant la longueur d'onde, si on a une structure 3D qui va être très multimode, donc avec beaucoup de photons, puisqu'on a en moyenne un photon par mode d'émission spontanée. Et donc ça fait beaucoup de bruit, effectivement. Sauf que nous, on parle d'optique guidée. On a un mode de propagation transverse, et donc ça fait beaucoup moins de photons dans lesquels l'émission spontanée peut partir. Voilà. Et Sigman n'y connaissait pas l'optique intégrée à l'époque, c'était en 1954. Voilà. Alors, il avait quand même en partie raison pour l'utilisation en préamplificateur de détection, parce qu'il pense, à l'époque, un détecteur idéal, compteur de photons idéal, il n'a pas besoin de quelque chose d'autre pour amplifier. Il y a des photons si on lui amène des photons de bruit, ça n'ira pas. Voilà. Alors, ça c'est pour la détection. Il n'avait pas pensé, Sigman, qu'on pouvait travailler en ligne. Il n'y avait pas de fibre optique. Si on met un amplificateur dans la ligne de transmission, le signal est beaucoup plus fort. S'il est monomode, on a le minimum de bruit, et la preuve, c'est que ça marche, puisque aujourd'hui, vous avez des liaisons par fibre optique, sous-marine, etc. Alors, du coup, moi, jeune chercheur, je faisais pas bien le lourd, et donc je me suis dit, le pari, c'est de montrer que ça marche. Un peu prétentieux, mais bon. Alors, j'ai eu de la chance. Mes chefs directs me soutenaient, c'est des sous-chefs en fait. Et il fallait quand même, le deal c'était de convaincre les autres. Donc j'ai commencé en attendant de trouver des diodes, puisque j'avais du mal à en trouver. J'ai fait un travail de modélisation d'une liaison optique amplifiée en me basant sur un modèle de Samuel Personic de Bell Labs. Mais enfin, moi je ne rêvais que d'une chose, c'était de faire une expérience, parce que pour moi c'est la preuve par l'expérience. En 1980, je reçois enfin une diode continue, parce que j'avais réussi à convertir certains collègues de Bagneux. Ils ne me l'ont pas passé tout à fait sous le manteau, mais pas loin. Et donc, j'ai pu squatter un évaporateur
dans un autre laboratoire pour faire un dépôt de couche mince pour enlever la réflectivité des miroirs. C'est une couche anti-reflet bien connue. Alors, grâce à ça, j'ai pu montrer qu'un amplificateur placé entre deux atténuateurs qui simulaient une fibre optique pouvait permettre d'augmenter la portée, le gain de liaison, ce qu'on appelle le gain de liaison, c'est la portée du système. Et voilà, cette courbe, c'est vrai que, bon, on la voit mieux ici, mais moi je ne la vois pas bien. Donc ça, c'est le gain de liaison en fonction de la puissance à l'entrée de l'amplificateur. Donc lorsque la puissance est forte à l'entrée, c'est-à-dire lorsque l'amplificateur est près de l'émetteur, eh bien le gain de l'amplificateur diminue, il est saturé, et donc le gain de liaison diminue. Lorsque on rapproche l'amplificateur de la réception, eh bien le signal est faible à l'entrée de l'amplificateur, et donc le rapport signal sur bruit est mauvais. Donc voilà, alors donc c'est le premier papier qu'on a pu montrer dans une conférence d'optique intégrée à San Francisco. Alors parallèlement, il y a une équipe japonaise. Alors finalement, les concurrents sont aussi vos aides, puisque quand ils obtiennent de bons résultats, ça finit par convaincre la communauté, enfin certaines personnes. Et donc, ils avaient réussi à faire un préamplificateur de réception avec une diode laser non traitée, mais fonctionnant en régime résonant. Vous savez que si vous polarisez un laser très près du seuil et que vous injectez un signal, il est considérablement amplifié sous le régime laser oscillant. Alors le problème, c'est qu'une diode laser, vous en avez sûrement vu, enfin peut-être pas tout le monde, mais c'est connu, il y a des résonances Sabry-Perot ici qui sont très étroites, et donc c'est très compliqué à utiliser expérimentalement, enfin concrètement. Donc pour moi, il était nécessaire de réaliser des traitements anti-réfléchissants vraiment efficaces pour faire un amplificateur. Alors, en fait, comme ça n'arrivait pas en France, j'arrivais pas à en avoir des fiables, je me suis tourné vers une société américaine, General Electric, qui commençait à vendre des diodes laser, et je leur ai demandé de commander des diodes avec des traitements anti-réfléchissants de l'ordre, ils ont obtenu de l'ordre de 10-3, ce qui est déjà très bien. Grâce à ça, j'ai pu montrer que l'amplificateur était faiblement résonant, pratiquement progressive, avec une sensibilité à la polarisation de 2 dB, ce qui est encore énorme si on voulait utiliser ça dans une liaison optique. Vous comprenez bien que si on met 100 répéteurs, que comme l'état de polarisation dans la fibre change tout le temps, eh bien, il y a un moment, il peut y avoir une mauvaise coïncidence où vous tombez sur un évanouissement du signal complet. Donc, c'est encore trop. Et c'est pour ça que, alors, le vent avait un peu tourné, puis là, j'ai commencé à avoir feu vert pour travailler sur les SOA. Et donc, on a pu acquérir un équipement d'évaporation performant, une Balzers BAK 600 pour ceux qui connaissent. J'ai pu recruter un technicien en 1983 et j'ai pu passer un contrat d'études avec Alcatel qui commençait à fabriquer des lasers pour obtenir des diodes en matériaux quaternaires ici, qui émettent dans le domaine spectral 1300-1600 nanomètres, et comme vous savez, c'est là où on a le minimum d'atténuation des fils. Et donc,
on a pu montrer des traitements anti-reflets. Alors, je ne sais pas si c'est écrit très petit là. C'est une copie de la publication. On obtient ici une réflectivité sur les deux polarisations minimale de 10-4 sur tout le domaine spectral, la bande d'amplification du composant. Et donc, 10-4 de réflectivité, ça permet d'avoir un gain de 30 dB avec une ondulation spectrale du spectre de l'ordre de 1 dB, ce qui est acceptable, mais pour des applications plutôt en réseau local. Alors, je vais vous parler d'une retombée collatérale de ces traitements anti-réfléchissants. Alors, au début des années 80, il y a un sujet qui était dans tous les laboratoires. 5 minutes, merci. C'est la détection hétérodyne dont on espérait avoir une sensibilité bien meilleure et donc augmenter la portée du système. Il fallait obtenir un laser accordable d'une grande pureté spectrale de l'ordre du kilohertz et qu'on puisse accorder continuellement sur quelques nanomètres. Alors, mes collègues François Fabre et Daniel Le Guen ont conçu une telle source, mais ils n'avaient pas de diode amplificatrice, et nous, on travaillait, enfin, mon technicien et moi, on travaillait là-dessus, et donc nous avons fait affaire, ce qui a permis de sortir la première source accordable avec 15 nanomètres d'accordabilité continue, c'est-à-dire sans saut de mode. Mais c'était quand même une maquette qui ne pouvait pas être transportée. Alors, nous avions des contacts pour d'autres sujets avec la société Photonetics pour développer cette source accordable et nous cherchions à obtenir un développement de cette source. Et le premier prototype que Photonetics a mis en démonstration à la conférence OFC 87 a été un succès. Et peu de temps après, Photonetics développe une ligne de produits très recherchée, et je ne sais pas, certains d'entre vous doivent sûrement connaître cet appareil, qui est une source Tunix. Et j'ai retrouvé récemment le prototype de laboratoire que François Fabre m'avait donné avant de partir en retraite. Il m'avait dit, à l'ENSAT, tu en feras peut-être quelque chose. À Orange, on n'en fera rien du tout. Et ça, c'était le prototype. Et puis là, c'est la Tunix, et que Hervé a bien voulu m'envoyer une photo de ce qu'il y a sous le capot de la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. C'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus stable, c'est transportable, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un bel exemple de collaboration publique-privée. Alors, j'ai encore 3 minutes. Alors, je vais revenir au SOA. En 87, la collaboration continue avec Alcatel et on arrive à sortir un premier amplificateur à 1550 nanomètres en progressive, mais premier en France. Mais on s'était fait coiffer au poteau par l'équipe japonaise. Voilà, c'est comme ça la vie. Mais en fait, tout n'est pas rose avec les SOA. D'abord, je vous avais parlé de la sensibilité résiduelle à la polarisation. Des pertes d'insertion de 6 dB avec les fibres, c'est énorme. C'est le facteur de bruit qui en prend un coup. Et puis des non-linéarités de gain, distorsion des impulsions. Alors, j'étais aux États-Unis, à Reno, au Nevada, en 87, et puis je vais faire un tour dans
la salle de conférence où il y avait des lasers à fibres, etc. Et puis là, je vois tout d'un coup apparaître cette manip là, des collègues de Southampton, et avec une fibre dopée à l'erbium, pompée avec un gros laser argon. Et puis, ils ont eu, et alors, 26 dB de gain, avec une puissance de sortie intéressante, 13 dBm, et aucune sensibilité à la polarisation. Et ça a un coup dur pour les SOA. Et dans les années, je vais raccourcir, dans les années 90 à 2010, bon, il y a eu un déclin sur les activités des SOA, mais qui continuait toujours en sous-marin. Et puis, en fait, ces deux types d'amplificateurs ont suivi des voies différentes. Et il y en a une que vous connaissez bien, c'est l'amplification idéale des amplis erbium, mais je dirais amplification point barre, alors qu'avec les SOA, on peut profiter des non-linéarités du gain et de l'indice pour réaliser toutes sortes de fonctions optiques et des convertisseurs longueur d'onde, supprimer le bruit d'émission spontanée du signal, faire un régénérateur. Donc on a pu montrer ça pendant des millions de kilomètres de propagation. Mais bon, ça c'est pour l'expérience, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, et enfin, ça a été 95, ça a été la fin de partie pour la recherche amont à France Télécom R&D. Et donc, les activités que nous aimons bien ici n'avaient plus lieu d'être chez l'opérateur, dont la mission principale, c'est les services. Et donc, il y a eu environ 150 personnes qui ont été concernées. Et donc, pour Lannion, enfin, à Bagneux, il y a eu pas mal de gens qui ont été intégrés au CNRS, à l'université aussi. À Lannion, il y a eu 30 personnes qui ont pu migrer aussi à l'université. Et du coup, j'ai été recruté fin 98 à l'ANSAT comme professeur, avec la mission principale, dès que je suis arrivé, de créer un projet fédératif financé par le contrat de plan État-région pour pouvoir continuer la recherche. Et donc on a eu une trentaine de postes. Je n'ai pas le temps de vous décrire la façon dont ça s'est fait, mais juste un petit détail, ça s'est fait tellement vite que j'ai reçu un coup de fil de la préfecture de région qui disait « mais on reçoit 6 postes à l'université de Rennes, ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce qui se passe etc. » En fait, ça avait été fait par le directeur de l'ENSAT. Il avait un peu court-circuité la présidence et il m'avait emmené une fois dans ses bagages pour rencontrer Didier Lombard, qui était le grand Manitou on va dire, de la, enfin, comment on pourrait dire ça, du développement industriel, et qui était au ministère, et les postes sont arrivés avant que l'université ne les demande. Alors, le directeur de l'ENSAT, Jean Seguin, à qui on doit une fière chandelle, s'est fait taper sur les doigts très sérieusement, mais bon, les postes étaient arrivés. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Quand même, une parenthèse. Donc le projet a pu être fait financé par l'État, la région, les collectivités et l'Europe. Et ça a donné lieu au GIS Photon, à un GIS d'abord, que j'ai coordonné, et puis ensuite à l'UMR Multisite
Photon, que vous connaissez, qui est maintenant devenu, ça a progressé depuis mon départ, qui est devenu un institut dont Mehdi est le directeur. Mehdi Alouni est le directeur. Voilà. Merci.